Voilà, bonjour à tous, désolé pour ce petit problème technique. Donc d'abord, je suis désolé d'être en retard. J'étais à un déjeuner qui se passait plutôt bien et j'ai laissé passer un peu le temps. Donc je m'en excuse. Alors, aujourd'hui, la problématique qui nous semble intéressante, c'est ce qui se passe en Europe. Parce que, on le verra tout à l'heure, j'en ai parlé dans l'hebdo, il y a des choses intéressantes au Royaume-Uni, et puis on va avoir tout au long des prochaines journées toute une série d'indicateurs d'activité. On a échappé, à la rupture de charge aux États-Unis. Donc voilà, on a peut-être la possibilité d'avoir une activité, une dynamique de l'activité un peu plus favorable. C'est la situation telle qu'on la perçoit aujourd'hui. Il y a beaucoup de routes encore à faire. On le verra à travers un ou deux graphiques. Mais il me semble que les choses commencent à bouger. Et puis moi je trouve qu'il y a deux, trois trucs qui sont intéressants. Quand on se balade un petit peu en Europe, on sent que ça bouge un peu. J'étais en Espagne il n'y a pas très longtemps, on sent que ça bouge. Et puis, je trouve que il y a une dimension, il y a une prise en compte de la dimension politique des choses qui traduit cette sortie de léthargie, je trouve, de l'Europe, qui était soumise à un certain nombre de chocs. Et je trouve que c'est intéressant ce qui s'est passé en Italie autour de Berlusconi, ce qui s'est passé en Grèce avec Aube Dorée. Ça veut dire que les gouvernements considèrent, et les gens qui composent ce gouvernement considèrent que la situation globale est dépendante des choix qui seront faits, et je trouve que c'est intéressant. Mais avant cela, je voudrais vous raconter une histoire, parce que on m'a raconté ça hier soir, et je trouve que c'est intéressant parce que vous savez que Arnaud Montebourg a présenté les 34 secteurs sur lesquels il faut se développer, etc. Et on m'a raconté qu'il y a très peu de temps, il y a eu un grand prix de l'ingénierie à Londres, une espèce de prix Nobel des ingénieurs qui est mis en place à Londres, dont on n'a pas beaucoup entendu parler en France, mais qui récompensait 4 personnes. Il y avait 2 Américains, un Anglais et un Français. Et alors les 2 Américains, il y en avait un qui était là sur le protocole Internet, l'autre sur un peu la même chose, etc. Et le Français est une personne qui s'appelle Louis Pouzin, que personne ne connaît, que la personne avec qui j'en ai discuté, qui était à l'ambassade d'Angleterre, à l'ambassade de France à Londres, qui a eu à s'occuper de l'organisation, ne connaissait pas du tout. Et il me dit, j'ai vu arriver un petit bonhomme qui a dans les 80 ans maintenant, et qui était considéré par les 3 autres récipiendaires comme le véritable créateur d'Internet. Parce que dans les années 60, il avait créé c'est lui qui avait mis en place le protocole d'envoi de données d'un ordinateur à l'autre, en disant, en fait, les Américains qui ont été les 2 Américains récipiendaires essayaient d'imaginer des flux en continu d'un ordinateur à un autre dans un réseau, et lui a réfléchi en disant en fait ce qui compte c'est l'émetteur et le récepteur, il faut que les deux soient compatibles, et puis entre les deux on peut envoyer à n'importe quel rythme, sous n'importe quelle forme. On n'a pas besoin d'avoir une suite du type je sais pas 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'ils suivent dans le réseau et qui arrivent à 1, 2, 3, 4, 5 à la fin. Je dis en fait on peut mettre tout dans l'ordre qu'on veut, il suffit simplement d'avoir un récepteur à la fin qui soit capable de bien lire cette problématique. Et donc il est considéré
comme le père d'Internet, parce que c'est lui qui a permis ce genre d'innovation. Les Américains l'ont pris et ont développé Internet à partir de cette technologie. Alors que elle me disait, c'est un petit bonhomme plein de verve, et qui disait, mais à l'époque, on était 10 dans le monde, 15 dans le monde à travailler sur cette question. Et donc, les échanges étaient très vifs entre nous, on partageait tout, etc. Et alors, à un moment donné, donc ça marchait plutôt bien, les échanges étaient denses, mais il a disparu de la scène parce que finalement, en France, on avait choisi autre chose et on a préféré tout ce qui avait été développé de façon très industrielle par les télécoms, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était le Minitel. Et donc, la leçon que donnait ce brave homme est que finalement le Minitel nous avait empêchés d'être les plus innovants via Internet, et que les Américains avaient utilisé cette technologie pour se développer et dire finalement Internet c'est américain. Et voilà, c'était juste une illustration de la problématique qui est posée par les 34 secteurs de Montebourg, c'est de dire une fois qu'on aura ces secteurs, c'est 34 Louis Pouzin qui auront inventé tel et tel truc. La vraie question, ça va être de savoir comment on va mettre en œuvre cette dynamique et comment on va créer les produits qui iront avec. Voilà, c'était une illustration d'une thématique que j'ai déjà évoquée, mais qui me semblait intéressante et posait encore aujourd'hui en France une vraie problématique. Voilà, c'était juste une petite anecdote, mais je trouvais ça assez amusant et intéressant. Et le type est parti après, il a été noyé dans l'administration de je ne sais où, et n'est plus, même si visiblement il est encore très actif, en disant oui, mais Internet aujourd'hui, finalement ça n'a pas beaucoup évolué, et donc il y a plein de choses sur lesquelles il s'interroge et sur lesquelles il est très actif. Alors, revenons sur les problématiques de conjoncture. Alors, premier point, on ne va pas revenir dessus de manière extensive, mais voilà, entre la semaine dernière et aujourd'hui, le monde n'a pas explosé, ce dont nous nous félicitons forcément, parce que le risque était loin d'être nul. Et finalement, un accord de dernière minute a été trouvé. Alors, il me semblait intéressant de regarder comment avaient évolué les indicateurs que j'avais présentés la semaine dernière, notamment dans l'hebdo, avec ici l'indicateur de confiance jusqu'à dimanche. Et on voit que voilà, ça a touché un plus bas et progressivement, au cours de la semaine dernière, même avant l'accord, c'était remonté un petit peu. Voilà, on est encore loin des niveaux qu'on avait au début du mois d'août. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que cet indicateur est très bien corrélé avec l'indicateur du Michigan. Donc, on a ici quelque chose de fragile, et on sait que l'indicateur du Michigan, je l'ai montré à de nombreuses reprises, est assez bien corrélé avec la consommation à 3 mois. Donc voilà, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, c'est un peu ce qu'on avait vu en 2011, mais soyons attentifs. C'est tout ce que je voulais évoquer ici, parce qu'on reste quand même à un niveau relativement bas sur l'indicateur de confiance. L'autre élément que je voulais évoquer, c'est montrer plutôt, voilà, l'évolution du taux des T-bills à un mois, voilà, qui s'était inquiété, qui s'était tendu au moment des négociations. On le voit bien sur le graphique, et qui aujourd'hui est revenu, vendredi, le chiffre va jusqu'à vendredi, est revenu à un niveau normal, habituel, équivalent à celui qu'on avait avant les tensions. Donc, retour à la normale de ce point de vue-là, et c'est plutôt mieux. Et puis, un dernier graphe que je voulais montrer,
parce que, ici, il faut que j'appuie, pardon, parce que on s'est tous interrogés sur la volatilité, etc. Et en fait, quand vous regardez ce graphique, donc c'est le VIX, l'indicateur de volatilité du Standard & Poor's, depuis 90, en données quotidiennes, et ce qu'on constate, c'est que, alors on va faire un joli graphique, je vais essayer de ne pas faire un truc épouvantable, non voilà, c'est un petit, voilà, ici, c'était 2011, c'est-à-dire c'était le moment où la situation s'était tendue lors des négociations sur le plafond de la dette. Voilà, si on fait le même entourage, voilà l'évolution du VIX au moment de la gestion du plafond de la dette au cours du mois d'octobre. Donc on n'est pas du tout, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Ça veut dire que globalement, même s'il y a eu des inquiétudes, en fait tout le monde s'en est un peu foutu. Hein, c'est ce qu'on peut évoquer au regard de ce graphique. Personne n'a pris, n'a perçu ou n'a souhaité ou n'a appréhendé le risque sur le debt ceiling comme un risque majeur, comme ça avait été le cas à l'été 2011, alors que probablement dans les négociations, et je me souviens aussi de 2011, la tension était certainement un peu plus forte, mais voilà, tout le monde a considéré que finalement un accord serait quoi qu'il arrive trouvé et que il n'y avait pas la peine, il n'est pas nécessaire de se mobiliser de façon excessive. C'est très clairement ce que dit cet indicateur de volatilité. Voilà, c'était juste une illustration, mais c'est un point sur lequel voilà, qu'on doit conserver à l'esprit. Il n'y a pas eu d'accélération, d'accentuation de la volatilité sur le Standard & Poor's américain au cours des derniers jours. Alors sur l'économie américaine, on a quelques données. Je regarde mon téléphone parce que dans 6 minutes, on va avoir les inscriptions, le rapport sur l'emploi. Donc on va essayer de dire les choses un peu en direct. C'est dans 7 minutes. Mais avant cela, regardons ce qui s'est passé sur les États-Unis, sur les indicateurs qu'on peut avoir. Vous avez ici, puisqu'on a eu pour le mois d'octobre, les chiffres de l'Empire State Index, qui est en bleu, les chiffres de la Fed de Philadelphie en rouge, et l'un et l'autre s'infléchissent de façon très modérée. Hein. On est dans la période d'arrêt du gouvernement fédéral. Il n'y a pas de rupture de charge spectaculaire. Les commandes continuent de progresser, mais il y a voilà un peu de perturbation dans les livraisons, dans la production, rien de dramatique. Et quand on regarde l'indicateur ISM en violet, qui suit généralement assez bien, notamment l'indicateur de la Fed de Philadelphie, on devrait rester la semaine prochaine, le 1er novembre, oui, parce que ce sera le 1er novembre, sur un chiffre assez fort aux États-Unis. Voilà, donc ça c'était le point que je voulais évoquer parce que c'est un aspect tout à fait important d'avoir ces news. Si on regarde l'immobilier, voilà, l'indicateur des constructeurs de maisons reste à un niveau élevé. On a un peu de repli par rapport aux chiffres du mois de septembre, mais rien de significatif. Il y a à la fois, l'enquête est faite sur les 10 premiers jours du mois, il y a à la fois l'inquiétude quand même, et puis des taux d'intérêt hypothécaires qui sont toujours élevés et qui peuvent être perturbants. Donc on va être attentif à cette problématique, même si on sait bien que cet indicateur a progressé plus vite, plus rapidement que l'indice que les mises en chantier. Normalement, ces indicateurs sont assez bien corrélés. Là, les mises en chantier tardent un petit peu et il est très bien que, de ce point de vue-là, que Ben Bernanke n'ait pas changé de stratégie. Ça permet d'assouplir le profil des taux d'intérêt. Donc voilà ce qu'on pouvait évoquer sur les États-Unis. On attend maintenant toute une série de chiffres. Hein. Tout à l'heure, le chiffre de l'emploi,
ça va être encore un petit peu perturbé au cours des prochains jours parce que la collecte d'informations n'a pas eu lieu, hein, puisque ceux qui relèvent les prix, il y a quand même des gens qui relèvent les prix dans les magasins, etc. Ces gens-là ne faisaient pas partie des gens essentiels dans le dispositif de shutdown, donc ils n'ont pas travaillé. Donc il va y avoir un petit souci sur les chiffres, mais ce sera temporaire. Sur la Chine, trois choses. Donc vous avez le PIB chinois, 7,8% sur un an, hein, comparé au troisième trimestre 2012, 9% pour la comparaison du T3 par rapport au T2 en taux annualisé. Donc on voit quelque chose d'assez robuste avec au cours de l'été en moyenne des accélérations effectivement de la production industrielle, mais presque que ça, un petit peu sur les retail, mais pas spectaculaire. Mais voilà, on a eu une production qui s'est un peu accélérée, de l'immobilier qui continue d'être assez dynamique. Mais globalement, quand on regarde les données mensuelles, on n'a pas d'accélération supplémentaire. Alors ici, j'ai mis les ventes de détail nominales en volume, pardon, elles ont plutôt tendance à décliner un petit peu. Et puis, on voit ici, sur l'investissement, il n'y a pas d'accélération supplémentaire. En d'autres termes, voilà, ce qu'on constate sur l'économie chinoise aujourd'hui, c'est une croissance un tout petit peu plus rapide qu'au trimestre précédent, mais sans forcément d'accélération forte. Et la question qui est posée aujourd'hui est de savoir si le gouvernement chinois, qui doit se réunir au cours du mois de novembre pour le 18e comité du parti, va maintenir l'objectif de 7,5% ou est-ce qu'il va revenir à 7% de taux de croissance attendu. Les anticipations suggèrent que le gouvernement souhaitant faire un peu nettoyer, réduire les risques sur l'environnement, eh bien on peut probablement imaginer que l'objectif sera 7%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien on accentue en Chine l'orientation sur les services, et ça veut dire pour nous que l'impulsion chinoise sur le reste du monde restera modeste encore en 2014, 15, 16, parce que cette orientation va probablement se prolonger. C'est ce point de vue-là qui est important. Les Chinois ne jouent plus forcément le rôle majeur qui a été le leur depuis 2001, depuis 2002. Ça, c'est un vrai changement. Et l'orientation prise, qui a pour objectif de rééquilibrer la croissance, d'éviter une situation qui dégénère, et puis probablement, espérons-le, des choix qui seront faits pour éviter des pollutions excessives. On l'a vu ces derniers jours. Tout ça doit générer probablement une croissance un petit peu plus faible. Alors, en Inde, juste un mot, parce que on a une accélération à nouveau de l'inflation, hein, on le voit sur le graphique. Ça veut dire que, et on constate sur le graphe que la Banque centrale indienne est très attentive à cette problématique. C'est une question qu'on a déjà abordée, mais qui est majeure, qui est d'observer que la dépréciation de la monnaie va jouer forcément sur l'inflation, que la croissance est assez molle, que ce soit en Inde ou dans d'autres pays, et que les autorités vont avoir à choisir entre inflation et croissance. Les Indiens ont implicitement choisi l'inflation, les Brésiliens aussi, hein, on l'évoquait la semaine dernière, la Banque centrale brésilienne a remonté ses taux d'intérêt, et donc là on a quelque chose d'un peu particulier sur les émergents.
suis persuadé que les émergents vont revenir sur le devant de la scène assez vite, mais à court terme, on voit bien la fragilité et la contrainte qui pèse sur eux. Alors, parlons un peu d'Angleterre. Je regarde juste, on doit avoir les chiffres qui viennent de sortir, je pense. Non, je ne les vois toujours pas. Ah, ouais, si, 148 000 créations d'emplois, c'est faible. Le taux de chômage passe de 7,3 à 7,2. Donc, toutes les estimations qui étaient faites de dire on va avoir très vite à nouveau un tapering aux États-Unis parce que les créations d'emplois vont être spectaculaires, n'y comptez pas. 148 000 créations d'emplois, c'est faible, et c'est dans la lignée de ce qu'on avait observé précédemment. Donc il n'y a pas de rupture à la hausse, et donc les inquiétudes qui avaient été émises par Bernanke dans sa conférence de presse le 19 septembre dernier sont maintenues ici au regard de ce chiffre assez faible. Alors après, il faudra regarder si le 7,2 traduit une baisse du taux de participation, comme ça avait été le cas au mois d'août, ou est-ce que, mais c'est probablement le cas au regard des faibles créations d'emplois. Donc là-dessus, et c'est bien ça qu'il faut aujourd'hui retenir, hein, Janet Yellen va arriver à la Fed le 1er février prochain. D'ici là, il ne se passera pas grand-chose, et ce sera à elle d'orienter la politique monétaire de la Fed à partir de ce moment-là, sachant que, et c'est une contrainte qu'on doit aussi avoir à l'esprit, tout à l'heure j'évoquais l'accord sur le plein emploi, sur le plafond de la dette, pardon. Cet accord doit être signé le 7 février. Donc n'imaginez pas qu'avant le 7 février, il se passe quoi que ce soit du côté de la Fed. Ils ne voudront en aucun cas prendre le risque de changer l'orientation de la politique, alors qu'il y a de l'incertitude très forte du côté de la politique budgétaire. Donc voilà, conservez ça à l'esprit. Donc il y aura sûrement du tapering, la Fed réduira, parlons français, il y aura probablement une réduction des achats d'actifs par la Fed en 2014, mais je ne suis pas sûr qu'on soit très pressé aujourd'hui de le faire. Alors, revenons sur l'Angleterre, à moins que vous ayez des questions. N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours très stimulant et intéressant. Revenons sur l'Angleterre, où on a eu toute une série d'indicateurs intéressants la semaine dernière. Alors, prenons déjà cet indicateur sur l'emploi. Vous avez trois composantes ici. L'emploi total en violet, qui est nettement au-dessus des chiffres qu'on avait au point haut de l'emploi avant crise. Hein. On est aux alentours de 300 000 emplois supplémentaires par rapport au point haut d'avant crise, d'avril 2008. On voit que d'abord ces créations d'emplois, l'amélioration est venue des emplois à temps partiel, de façon très violente, hein, c'est la courbe rouge. Il y a pratiquement 600 000 créations d'emplois à temps partiel, mais on constate que depuis le printemps 2012, depuis la fin des JO, eh bien cet indicateur a tendance à se réduire progressivement. Donc on ne crée plus d'amélioration du marché du travail par du temps partiel. Ça c'est assez intéressant, et puis on constate que si effectivement il y a une amélioration, c'est lié à une progression plus rapide des emplois à temps plein, et ça c'est un changement significatif sur le marché du travail, et une perception par les chefs d'entreprise d'un environnement changeant. Et c'est quelque chose qu'on doit bien avoir à l'esprit, parce que voilà, il y a un changement qui s'opère. On fait appel à des gens qui seront là parce qu'on a de l'activité à leur fournir, et pas simplement des gens qui vont être là s'il y a de l'activité. Hein. Parce que dans les temps partiels, il y a eu beaucoup de développement de contrats
0 heure, c'est-à-dire que vous avez un contrat avec une entreprise et vous répondez à sa demande quand elle a besoin de vous. Si elle n'a pas besoin de vous, vous faites 0 heure. Et il y a eu beaucoup de développement de contrats de ce type-là. Il doit y en avoir à peu près 1,5 million maintenant au Royaume-Uni, c'est beaucoup. Mais si vous êtes dans une logique où les temps pleins augmentent, eh bien, cette logique-là qui privilégiait le temps partiel et les contrats précaires, cette logique-là change et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on reviendra après là-dessus, cet environnement est probablement un facteur d'amélioration de la confiance des ménages anglais spectaculaire. Vous avez ici, jusqu'en septembre, l'évolution de la confiance des ménages britanniques. Et vous voyez que depuis le printemps, il y a un vrai changement qui s'est opéré. On était aux alentours de moins 25 à peu près sur l'indicateur, moins 25, moins 26. On est à moins 10. C'est un niveau qu'on n'avait pas touché depuis novembre 2007. Donc il y a là clairement un changement. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que quand vous avez ça en tête, quand vous percevez l'avenir avec un petit peu plus avec une vision un petit peu plus rose, eh bien vous arbitrez autrement la distribution de votre revenu. En d'autres termes, vous dites finalement je suis pas sûr de perdre mon job le mois prochain et donc de ce fait-là, je ne vais pas hésiter à dépenser plutôt qu'à épargner. Donc ça c'est un facteur extrêmement fort qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et alors on peut associer ça à l'augmentation qu'on constate ici des ventes de détail. J'ai mis les ventes de détail en niveau et vous voyez que grossièrement de 2008 à 2013, il ne se passe pas grand-chose. On reste aux alentours de 100, parfois un tout petit peu plus, 101, quelque chose. Mais on constate que depuis le début de l'année, il y a un mouvement de hausse qui est ici. Je ne suis pas très doué pour le dessin, un jour il faudra que je m'en rende compte, mais on a un mouvement de hausse ici qui est assez significatif. Alors, ça reflète cette perception plus positive de l'environnement, ça reflète aussi une accélération très sensible des crédits. Vous voyez ici l'indicateur de crédit. On était en début d'année aux alentours de 0 en variation annuelle. On est aujourd'hui à 4%. Ce mouvement est intéressant et traduit le changement qu'on observe de manière plus globale sur l'Angleterre, où tout le monde est très sensible à ce qu'a pu dire Mark Carney, le patron de la Banque d'Angleterre, quand il a souligné au début du mois de juillet que les taux anglais resteraient probablement à ces niveaux-là jusqu'en 2016. Donc tout le monde est en train d'en profiter. Se dit finalement, j'ai peut-être intérêt à m'endetter aujourd'hui parce que les taux sont bas. Et donc il y a une dynamique ici qui est particulière et qu'on observe aussi sur le crédit immobilier et notamment avec une répercussion très forte sur le marché londonien où là les prix s'accélèrent, l'endettement s'accélère en Angleterre sur l'immobilier et les prix progressent très vite. Alors sur Londres, il y a un mouvement très fort. Alors juste, je reprends. Et donc voilà, c'est cette logique-là, parce que dans le même temps, les ménages restent contraints. On le voit ici, pardon, je me suis trompé de sens, on le voit ici quand on regarde les salaires. Vous avez ici en bleu le salaire nominal, en variation sur un an, en violet, pardon, le salaire nominal, et en bleu, l'évolution de l'inflation. Et l'écart ici, c'est une augmentation du salaire, du pouvoir d'achat. Ici, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Donc on a en Angleterre une baisse significative du pouvoir d'achat des ménages via la lecture de l'évolution de leur salaire. Donc c'est quelque chose de majeur, mais on constate que pour l'instant, cette contrainte, qui en est une, est contrecarrée
par le fait que les perspectives sont meilleures et sont plus riantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose auquel on doit être attentif. En d'autres termes, l'économie anglaise est en train de bouger. Elle est moins contraignante qu'elle a pu l'être. Cette économie anglaise qui est sortie de récession au deuxième trimestre, qui est encore à un niveau d'activité très faible. On est toujours 3% en dessous du niveau qui était observé avant la récession, si on regarde le PIB anglais. Donc on est toujours sur une économie qui fonctionne assez mal, mais on a une dynamique qui s'améliore. Quand on regarde les commandes, les indicateurs d'activité auprès des chefs d'entreprise, on a une amélioration très, très significative et ça commence à se ressentir sur l'ensemble de l'économie britannique. Voilà. Alors pour nous, ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre est un client important pour l'économie française. Et donc si on a cette amélioration de l'économie britannique, on en profitera aussi assez sensiblement. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Alors, Bernard m'a posé une question. A-t-on une idée des secteurs qui recrutent? J'ai pas regardé. Je vais regarder. Mais en l'occurrence, j'ai pas regardé quels étaient les secteurs qui étaient les plus actifs en matière de recrutement. Je ne sais pas si tu veux, Bernard, t'exiler à Londres ou ailleurs, je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Voilà, quand on regarde la situation européenne, on va en discuter tout à l'heure des améliorations sur la zone euro, mais l'Angleterre, de façon un petit peu brutale, l'Angleterre a toujours un peu fonctionné comme ça, des phases d'accélération assez brutales, des phases de ralentissement assez brutales. On est peut-être aujourd'hui dans une phase d'accélération un peu brutale, mais ça va avoir des effets d'entraînement et ce sera plutôt positif. Alors si on regarde l'Europe, on avait une stat la semaine dernière qui était intéressante, c'est celle de l'inflation qui ressort à 1,1% sur le mois de septembre, mais il me semblait intéressant de regarder l'inflation globale des pays de la zone euro et de s'apercevoir qu'à l'exception des Pays-Bas et de l'Estonie, tous les taux d'inflation étaient inférieurs, très inférieurs même, à l'objectif de la BCE. Et que pour des pays comme la Grèce, l'Irlande, Chypre, Portugal, Espagne, Malte, eh bien la déflation est pas loin. Elle est très forte, très marquée en Grèce, moins 2,5% sur l'évolution des prix hors alimentaire et énergie, c'est monstrueux. Vous avez associé à cela, et plus que dans d'autres pays, un repli du salaire nominal. Donc vous avez alors les prix baissent certes, mais votre salaire baisse aussi, avec cet effet toujours très perturbant sur l'évolution du salaire nominal négatif, qui est de dire, c'est comme si moi j'allais voir mon patron et qui dit Philippe, tu as bien travaillé, comme on veut maintenir ton pouvoir d'achat, eh bien si on est en Grèce, imaginons, je baisse ton salaire de 2,5%, tu ne perdras pas en termes de pouvoir d'achat, mais il faut ajuster. Psychologiquement, ça marche très mal. Et d'ailleurs, si vous avez un jour l'intention, vous allez voir un papier de George Akerlof qui est paru il y a une quinzaine d'années dans les Brookings Papers on Economic Activity. George Akerlof, juste pour l'anecdote, c'est le mari de Janet Yellen qui a été prix Nobel d'économie, donc sacrée famille, il y en a un qui est prix Nobel et l'autre président de la Fed, et qui avait fait un papier très intéressant avec deux autres co-auteurs dont j'ai oublié le nom, sur justement ces périodes d'ajustement des salaires quand l'inflation est très basse. Et pour eux, l'effet psychologique était très fort de dire, voilà, on est en phase de taux d'inflation très faibles et on ne relève pas ou on baisse les taux de salaire nominaux simplement pour maintenir le pouvoir d'achat. Ils en tiraient des conclusions extrêmement négatives. Donc soyons attentifs à cette question parce qu'on observe que même la France est pas dans une situation de
de tension inflationniste marquée. On est à 1%. Si on prend le décompte de l'INSEE, qui n'a pas tout à fait la même pondération, l'inflation est à 0,9. Ça reste, c'est très faible. Et je rappelle que c'était la conclusion d'un rapport qui avait été fait sur l'indice des prix américain par un prof de Stanford, que je vois très bien, bref, qui indiquait qu'en dessous de 1%, la probabilité de déflation n'était pas nulle. Donc voilà, on a cette problématique-là. Alors Mario Draghi, dans les conférences de presse diverses et variées, indique qu'il est confiant, mais je pense qu'il va falloir être attentif. On a eu le ZOO en Allemagne. Voilà, les indicateurs sont plutôt positifs. On retrouve ce qu'on avait évoqué tout à l'heure sur le VIX, puisque le ZOO est fabriqué par les analystes financiers allemands, et dans le détail, quand on regarde ici, j'ai pris la moyenne de l'indicateur des conditions courantes et l'indicateur des anticipations, mais quand on regarde le détail, les anticipations continuent de progresser. Ça veut dire que, comme sur le VIX tout à l'heure, les analystes financiers allemands n'ont jamais pris en compte la possibilité d'un échec des négociations sur le plafond de la dette, parce que si ça avait été le cas, l'anticipation, la partie anticipation du ZOO se serait cassé la figure. Et puis, juste parce que j'ai fait un petit papier là-dessus ce matin, je trouvais ça marrant, sur le pétrole, où vous avez la structure du marché du pétrole, avec en violet ici la part de marché des pays de l'OCDE, en bleu celle des pays non OCDE, et puis on voit que si on suit les projections de l'Agence internationale de l'énergie, eh bien en 2013-2014, les émergents vont prendre un poids bien supérieur à celui des pays OCDE. Voilà, c'est juste un changement intéressant et important. On est aujourd'hui quasiment à parité. Donc voilà, c'est cette question-là qui me semblait intéressante d'observer, même si je pense que la ligne grise ici est un peu trop à gauche, mais il faut que je regarde ça. J'ai une petite erreur. Bref, on a cette problématique-là. La raison principale de cette remontée ici, tout à fait spectaculaire, c'est les émergents, certes, mais au sein des émergents, c'est surtout un pays qu'est la Chine. Son poids dans la demande mondiale est passé de 4 à 12% entre 1994 et 2012. Et si, dans ce graphique-là, vous enlevez la Chine, eh bien, vous êtes ici. Vous avez démarré ici en 2000, et vous êtes ici aujourd'hui. Pardon, ici, à 38%. Donc on est très loin, et donc le mouvement d'accélération est lié à la Chine. Alors ce mouvement ne va pas s'arrêter, même si l'économie chinoise va un peu moins vite, progresse un petit peu moins vite, on aura quand même une demande forte, puisque les Chinois souhaitent toujours avoir une voiture, souhaitent avoir le chauffage, enfin toutes ces choses un peu bizarres auxquelles on s'habitue facilement et auxquelles eux souhaitent aussi s'habituer. Et puis dernier point sur la dynamique de la demande, vous avez la contribution des pays de l'OCDE et des pays non OCDE, des pays émergents, à la demande de pétrole. Et vous voyez que depuis 2006, grossièrement, la contribution des pays OCDE à la demande est nulle ou négative. Il y a eu cette accélération en 2011-2012, mais c'était la contrepartie du creux de 2010. Mais globalement, la contribution des pays émergents, des pays industrialisés est négative. Alors ça traduit une croissance faible, ça traduit des efforts qui ont été faits sur les économies d'énergie. Quand on regarde la consommation d'énergie par unité produite, les chiffres ont baissé dramatiquement, donc on est toujours dans cette logique, mais ça veut dire aussi que l'orientation de la demande est principalement dépendante des pays non OCDE, et donc les tensions sur les prix sont principalement liées à ces pays non OCDE.
C'est la leçon qu'on peut tenir, si je puis dire, qu'on peut retenir de ce graphique. Ça veut dire que si on veut être plus indépendant par rapport à ces indicateurs, eh bien il faut trouver un moyen de sortir de ça. Alors les États-Unis ont trouvé le moyen via le pétrole et le gaz de schiste, en disant ben voilà, nous on souhaite devenir plus autonome en matière de production énergétique, et c'est pour ça que on développe et on se met finalement moins, on devient moins dépendant du prix mondial parce qu'on a notre amortisseur local. La question pour les Européens est de savoir comment on va faire, quelle stratégie on va mettre en œuvre pour être moins dépendant des pays émergents, parce qu'on voit bien la problématique. Hein, si vous avez une accélération de la demande un petit peu plus soutenue, eh bien très clairement ça se traduira par des pressions sur les prix et donc quelques soucis. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite régule une grande partie parce que la production américaine s'est accrue, donc l'Arabie Saoudite régule, mais voilà, et elle a intérêt à le faire compte tenu de la croissance globale qui est très faible. Si ce n'est pas le cas, il y aura probablement des changements qui s'opèrent. Voilà, donc là il y a un enjeu stratégique pour les Européens qui est loin, me semble-t-il, qui est loin d'être nul. Alors, sur les questions européennes, on en a un peu parlé, on a parlé de l'Angleterre, qui est aujourd'hui le pays le plus avancé dans la reprise, hein, quand on regarde les chiffres. On aura d'ailleurs vendredi le chiffre du PIB du troisième trimestre anglais. C'est presque aussi rapidement que les chiffres chinois, à une semaine près. Mais voilà, les chiffres anglais ont l'air à peu près pertinents. Il n'y a pas trop de révisions. Il y en a un petit peu, ce qui est de bonne loi, parce que sur les chiffres chinois, il n'y en a pas. Alors sur l'Europe, voilà, on est dans cette phase de sortie de crise. On le voit ici de manière très directe, hein, avec l'enquête PMI, avec le PIB de la zone euro. On aurait pu prendre les indicateurs du type INSEE, de l'IFO, du Zoom, on le voyait tout à l'heure. On est sur des signaux qui sont systématiquement positifs. Et donc, voilà, c'est le point sur lequel on sera attentif. Alors, vous pourriez me dire, on avait vu ça la semaine dernière, les indicateurs de production industrielle progressent peu, c'est vrai, sauf en Allemagne, mais je pense qu'au regard des commandes, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus positif sur la zone euro au cours des prochains mois. Je reste persuadé de ça. Simplement, il va falloir être très attentif à ce qui se passe du côté de l'investissement, parce que c'est ça le facteur de fragilité aujourd'hui sur la zone euro. On a un investissement qui est très faible. Hein, vous voyez ici, depuis 1999, on avait un taux d'investissement des sociétés non financières qui voisinait autour de 22%. On est aujourd'hui à 18,8%. Sur le premier trimestre, on n'a pas encore les chiffres du deuxième. C'est faible. C'est faible et ça ne permet pas de renouveler l'appareil productif, ça ne permet pas d'améliorer la croissance potentielle, et donc tout l'enjeu de 2014 va être sur cet indicateur. Et donc l'amélioration de la conjoncture qu'on constate et qu'on espère voir se prolonger demain dans les chiffres de l'INSEE, jeudi dans les enquêtes PMI, vendredi dans l'IFO, tous ces espoirs de prolongement, d'amélioration de l'activité n'auront de sens que si elles aboutissent à une inflexion, un changement de tendance sur l'investissement des entreprises. Si ce n'est pas le cas, si les entreprises considèrent qu'avec le stock de capital productif dont elles disposent, si elles considèrent que c'est suffisant pour satisfaire la demande, eh bien, on sera obligé de réviser à la baisse les prévisions de croissance potentielle, qui sont aujourd'hui comprises entre 1 et 1,5% pour la France, un peu plus de 1 pour la zone euro. Donc on est sur des dynamiques très faibles, mais en faisant l'hypothèse qu'on va avoir quand même une reprise de l'investissement.
Donc là, l'enjeu, il est majeur aujourd'hui. Que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, il y a une situation qui est devenue fragile et sur laquelle on doit inverser la tendance. Et c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui sur l'ensemble de la zone euro. Alors Brigitte, une question. Tu comptes sur quel niveau d'investissement dans l'UEM alors que le taux d'utilisation sont toujours très faibles? Oui, mais ça, c'est pas très grave que les taux d'utilisation soient très faibles. Parce que ce qu'on constate quand on regarde les phases de reprise, c'est que la reprise ne se fait pas généralement sur les secteurs qui étaient les plus porteurs avant la crise. On a changé, et surtout que là, la crise a été longue, on le voit sur le graphique, et donc on va développer d'autres secteurs d'activité, d'autres modes de production, et c'est ça qu'il va falloir financer. Les vieilles usines, eh bien, seront condamnées. C'est ça l'objectif, c'est ça, et c'est ce qu'on constate effectivement de manière empirique. On sort de récession avec des secteurs qui ne sont pas ceux avec lesquels on était entré en récession. Et donc qu'il y ait des excès de capacité dans un certain nombre de secteurs, et qu'on constate effectivement quand on regarde les indicateurs de taux d'utilisation, là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté, mais ce ne sont pas les secteurs les plus marquants. Les hauts fourneaux de Florange sont inutilisés et vont continuer de l'être même si on a une reprise de l'investissement. Et par contre, on va développer d'autres secteurs d'activité qui vont à terme vont être pris en compte dans les stades de lycée ou d'ailleurs, et permettront effectivement d'avoir un rebond des taux d'utilisation, des capacités de production. Et voilà, on aura cette logique-là, mais imaginez qu'on va rebondir exactement sur les mêmes secteurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que l'indicateur de TUC, de taux d'utilisation des capacités de production, reflète des tensions sur l'appareil productif, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de tension spontanément au travers de cet indicateur que l'activité, qu'un investissement n'est pas possible. Non, ça fonctionne pas comme ça, et tant mieux d'ailleurs, sinon on n'aurait jamais eu de reprise, et c'est ça l'enjeu majeur. Et on voit bien la problématique posée, notamment en France, de dire, dans l'environnement français, pour que les entreprises se remettent à investir, eh bien, il faudra probablement que le cadre soit plus stable que celui qu'on avait, que les entreprises n'hésitent pas à y aller. Alors, de Brigitte aussi. Les financements, particulièrement en Europe du Sud. Alors, il y a des problèmes de financement en Europe du Sud. Moi, je discutais hier, j'ai fait c'est d'ailleurs assez drôle, j'ai fait un interview pour Euronews hier, et le type était allé faire une enquête en Italie sur les financements des entreprises, et ce qu'il disait, c'est que les grandes banques italiennes n'ont pas voulu lui répondre, et donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Il me dit, toutes les petites banques italiennes ont accepté de me répondre, mais les grandes, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on a des soucis là-dessus, il y a des équilibres encore forts dans le secteur bancaire, mais comme je vous le rappelais il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, par le biais d'un dîner que j'ai pu avoir, Christian Noyer et le médiateur du crédit, de ce point de vue-là, n'étaient pas très inquiets sur la question en France du financement des entreprises, quelle que soit leur taille. Il n'y avait pas de situation désespérée comme parfois on l'entend. Donc ça c'est un point. Alors effectivement, Brigitte, comme tu le dis, on est en désinflation, parfois en déflation. Les taux réels sont de ce fait-là très élevés, c'est sûr. C'est un handicap. C'est toute la problématique de la BCE de vouloir à tout prix
peser sur l'ensemble de la structure des taux pour faciliter la reprise. Voilà, on est dans cette logique, mais dans le même temps, voilà, si on est effectivement en phase de reprise, il y aura des opportunités, il y aura des attentes de profitabilité assez élevées, et malgré tout, il peut se passer des choses. On n'est plus dans une phase de déprime systématique, on commence à avoir des signaux plus favorables, et donc très certainement des opportunités qui vont se présenter. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Mais voilà, ce sont des points qui sont importants sur l'Europe, de voir comment cette dynamique de l'investissement va changer de tendance, parce que c'est vraiment ça la clé, à la fois pour l'activité dès 2014, pour l'activité dans le futur, hein, pour améliorer la croissance potentielle et pour retrouver une dynamique d'emploi. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne vous retrouverai pas la semaine prochaine parce que je serai très loin de Paris. Je fais un voyage aux Antilles et je penserai bien à vous à ce moment-là. Je ne serai même pas en vacances, mais je penserai quand même à vous. Et donc on se retrouve dans 2 semaines. Et là, je serai pas très bronzé malgré tout pour vous revoir. Bonne semaine à tous, bon 15 jours à tous et à dans 15 jours donc.